Regarde. Il va être dans le live. Non, doucement les gars. C'est là qu'on entend le son. S'il vous plaît, lorsque vous allez l'annoncer, il faut être au côté. Parce que lorsqu'il rentre, il faut qu'on le prenne. Alors avant de commencer, je tiens à rappeler à tous les journalistes de bien vouloir s'asseoir. Toutes les personnes qui cadrent se mettent à l'arrière de la salle. Toutes les personnes qui ne cadrent pas, cherchez des places assises. Avant de commencer, j'aimerais rappeler à tous les journalistes que toutes les personnes qui cadrent se mettent à l'arrière de la salle et toutes les personnes qui ne cadrent pas et qui n'ont pas de caméra s'asseyent. Pendant la conférence de presse, veuillez s'il vous plaît mettre vos téléphones sous silence ou sous vibreur et éviter les déplacements dans la salle de façon à ce que nous puissions nous concentrer sur la conférence de presse. Très bien. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Par ma voix, le président leader Mike Joktan et le parti Gabon Nouveau vous souhaitent la bienvenue et vous remercie de votre présence à cette conférence de presse dont le sujet éminemment important est le processus électoral au Gabon. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous faire une présentation succincte de M. Joktan. Le président leader du Gabon Nouveau est un citoyen résolument engagé, d'abord envers ses citoyens, mais aussi envers la nation. Envers ses citoyens de par sa posture ecclésiastique et envers la nation dont il est engagé depuis plus de 10 ans. Épris de justice, de probité et de vérité, le président leader Mike Joktan œuvre pour le bien-être de toutes les Gabonaises et de tous les Gabonais. Il œuvre également depuis plus de 10 ans et bataille pour la vie politique et pour que tous les Gabonais puissent avoir l'égalité de chance et vivre dans la dignité. Nous vous remercions d'être là et je vous invite, chers messieurs et dames, à bien vouloir vous lever et accueillir le président leader du Gabon Nouveau, M. Mike Joktan. Je vous remercie. Pouvez-vous déplacer, s'il vous plaît? Vous pouvez vous déplacer lorsqu'il va entrer? Oui, venez par là, s'il vous plaît. Laisse la maman là-dedans. Non, mais juste on l'aide. Il vient par là. Je vous prie de bien vouloir accueillir avec moi
le président leader du Gabon Nouveau, Monsieur ne vous levez Mike pas. Joktan. Je vous remercie. Sur le temps pour laisser faire la photo, Laissez-nous faire la photo, là. Oui, oui, fais. Peut-être par ici. Voilà, c'est toi. Oui, allez-y, faites déjà les photos. Allez-y. En même temps, si vous levez, on fait comment? Allez-y, faites déjà. Accent. Mets le machin à côté. À gauche. Attention. Attention. Voilà. Fais monter. Aïe, aïe. Photographe, allez-y. Très bien, très bien. Non, dépose seulement, Oui, très bien, continue. Très bien, très bien. Mais là, après, ça va t'embêter dans le son. Ah oui, peut-être parce que tu as un micro. Ça va. C'est pas faux ce que tu veux. Merci. Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités, je vous remercie de prendre part à cette conférence de presse au cours de laquelle je souhaite évoquer un sujet fondamental pour l'avenir de notre pays, à savoir le processus électoral. Car comme vous le savez, à cause des élections présidentielles, législatives et locales qui s'y dérouleront, 2023 sera pour notre pays une année charnière. Avant toute chose, permettez-moi de me présenter. Je suis Mike Joktan, président leader du parti Gabon Nouveau et Gabonais résolument engagé pour la défense des droits de nos concitoyens et le développement de notre nation. Dans le même temps, depuis plus de 30 ans, en tant qu'évêque, je suis au quotidien témoin et confident des difficultés économiques et sociales auxquelles mes compatriotes sont confrontés. J'ai toujours œuvré avec foi et probité pour répondre aux besoins de mes frères et sœurs gabonais. C'est avec cette même foi et cette même probité que j'ai décidé de me présenter aux élections présidentielles pour défendre les intérêts de tous les Gabonais et de toutes les Gabonaises. Je suis profondément attaché aux valeurs de la République et à quelques mois des élections de 2023, il me semble essentiel de réformer notre système électoral pour que ces échéances déterminantes se déroulent dans la paix et dans le respect des règles démocratiques. Au préalable, nous avons tous conscience de l'état actuel de notre pays et nous pouvons tous faire le même constat. Le Gabon est en déclin, le Gabon marche à reculons. Sur le plan économique, un chômage endémique frappe nos concitoyens et notre pays manque cruellement d'infrastructures élémentaires, notamment dans le domaine sanitaire et éducatif. Il faut absolument réformer notre système de gouvernance pour accélérer le développement économique durable, favoriser l'investissement et la croissance de l'emploi et développer l'entrepreneuriat local en s'appuyant sur les Gabonais qui sont les forces vives de la nation. Parallèlement
à ce pilier économique, il y a aussi un besoin de transformation sociale pour lutter contre l'extrême pauvreté qui se propage dans tout le pays. Nous devons assurer un minimum vital à tous pour que chaque Gabonais et chaque Gabonaise ait accès à l'eau, à l'électricité, à un système de santé performant et à un logement décent. Pour réaliser ces transformations économiques et sociales, la première étape est de modifier notre système de gouvernance. Il est impératif de restaurer le lien de confiance absolument nécessaire entre les Gabonais et leurs dirigeants. Nos concitoyens aspirent à une alternance et à un renouveau de la scène politique indispensable pour conduire notre pays sur le chemin du redressement. Or, notre système électoral actuel ne le permet pas. Il nous faut donc le réformer pour avoir des élections libres, transparentes et crédibles. Il est primordial que le résultat des urnes soit respecté et que le président, élu au suffrage universel, soit assuré d'accéder au pouvoir afin d'éviter un soulèvement populaire similaire à celui qui a engendré des vagues de violence et de représailles à l'issue des dernières élections présidentielles de 2016. C'est pour cela que je souhaite, au travers de cette conférence de presse, non seulement informer les Gabonais de leurs droits et devoirs, mais aussi mobiliser la communauté internationale au soutien du déroulement démocratique des prochaines élections. Enfin, j'interpelle les plus hautes autorités du pays et l'ensemble de la classe politique afin que les réformes indispensables de notre processus électoral soient mises en œuvre rapidement. L'élection de 2023, les élections de 2023 sont une échéance déterminante pour l'avenir de notre pays et le respect de la démocratie est une valeur et une nécessité absolue qui impose que le choix des Gabonais et des Gabonaises soit respecté et appliqué. C'est pour ces raisons que je vous soumets aujourd'hui des propositions de réformes concrètes présentées en 14 points. Je commence donc maintenant la présentation de ces 14 points. Pour préserver... Vous devez désactiver le mode avion. Pour préserver la paix, il faut que les élections soient libres, transparentes et crédibles. Ce qui impose de prendre dès maintenant un certain nombre de mesures. Premièrement, concernant le calendrier électoral, il me paraît important de faire connaître dès maintenant le calendrier électoral, en fixant sans attendre les dates des 2 tours de l'élection présidentielle. La date limite pour s'inscrire sur les listes électorales. La date limite pour le dépôt des candidatures. La date et le délai de la révision des listes électorales. Et enfin, la date de constitution des commissions électorales et des bureaux de vote. Deuxièmement, concernant le cadre juridique des élections, premièrement, il convient de limiter la candidature à l'élection présidentielle à 2 mandats successifs, et cela pour favoriser l'alternance. Je propose donc une réforme de l'article 9
de notre Constitution. Je voudrais que vous gardiez à l'esprit que la Constitution du 26 mars 1991 prévoyait un mandat présidentiel de 5 ans et une limite de 2 mandats successifs. Le 22 avril 1997, la durée du mandat a été portée de 5 ans à 7 ans. Le 19 août 2003, le président de la République devient rééligible sans aucune limitation de mandat. Je répète, il convient de limiter la candidature à l'élection présidentielle à 2 mandats successifs. Deuxièmement, il me paraît important de centraliser l'ensemble des textes en vigueur relatifs aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales et municipales. Je fais référence aux ordonnances, aux lois, aux arrêtés et aux décrets. Je dis donc qu'il faut centraliser l'ensemble des textes en vigueur dans un seul document récapitulatif, et cela en attendant la parution d'un véritable code électoral afin de faciliter la compréhension des processus électoraux pour tous les citoyens et acteurs politiques. Ce que je dis dans des mots très simples, c'est qu'il n'y a pas de véritable code électoral au Gabon. Il y a des lois, des décrets, des ordonnances, des arrêtés qui sont éparses. Et ça demande un travail de recherche important à ceux qui veulent s'impliquer dans la chose politique. Troisièmement, concernant les circonscriptions électorales, il convient de clarifier les modalités de fixation et de répartition des sièges de députés et sénateurs par province, département et commune, dans la mesure où la législation prévoit un découpage selon un critère démographique et territorial, sans que ce dernier ne soit clairement explicité. En fait, les modalités ne sont précisées ni dans la Constitution, ni dans la loi 07/96 du 12 mars 96, ni dans les lois ou ordonnances modificatives ultérieures. Ce que je suis en train de dire avec des mots simples, c'est que le système, ou disons la philosophie qui préside au découpage de nos circonscriptions électorales, cette philosophie, cette doctrine, elle n'est pas claire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut contester le découpage qui a été fait des circonscriptions électorales. Quatrièmement, Pour faire cela, vous devez désactiver le mode avion. Quatrièmement, en ce qui concerne les listes électorales, on devrait profiter du recensement général de la population devant être organisé en 2023 pour amener et faciliter l'inscription de tous les citoyens sur les registres d'état civil afin qu'ils puissent se voir délivrer une carte nationale d'identité, ce qui n'est pas le cas en ce moment, et ensuite les inciter à s'inscrire sur les listes électorales. L'article 1er, alinéa 15 de la Constitution dispose que l'État a le devoir d'organiser un recensement général de la population tous les 10 ans. Or, le dernier recensement de la population, le dernier recensement général, a eu lieu en 2013. Donc, vous comprenez que 2013, 2023, ça fait 10 ans. Deuxièmement, faire avancer le projet Identité biométrique officielle du Gabon, en parenthèse IBOGA,
connu pour produire des cartes d'identité sécurisées et doter le pays d'une liste électorale biométrique fiable. Troisièmement, donner un accès libre et gratuit à tous les Gabonais qui le souhaitent. Je suis dérangé par le jeu de lumière. Donner un accès libre et gratuit à tous les Gabonais qui le souhaitent au fichier électoral et particulièrement aux partis politiques et candidats déclarés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le fichier électoral est la propriété exclusive du ministère de l'Intérieur et du PDG. 4. Fixer sans attendre la date limite pour s'inscrire sur les listes électorales et les dates de mise à jour du fichier électoral par le ministère de l'Intérieur pour permettre notamment à tous les citoyens de s'inscrire en temps et en heure. Cinquièmement, rendre obligatoire l'affichage des listes électorales dans chaque bureau de vote au moins 30 jours avant la date du scrutin afin de contrôler la mise à jour effective des fichiers électoraux. Cinquièmement, concernant l'inscription des électeurs, limiter l'interdiction de passer aux élections aux seules personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire leur retirant le droit de vote et d'élection. Car aujourd'hui, les cas d'incapacité électorale sont trop extensifs. Alors, je pourrais clarifier ce que je suis en train de dire maintenant dans ce cinquième point en vous lisant l'article 26 de la loi numéro 7/96 du 12 mars 2096 qui frappe d'incapacité électorale et interdit de voter à vie, donc sans aucune limitation de durée, un certain nombre de personnes. C'est un texte très long, je ne vais pas vous le lire, mais vous pourrez aller lire puisque j'ai donné la référence. Mais c'est important de savoir, par exemple, qu'une personne qui a fait faillite dans son entreprise, par exemple, est privé de son droit de vote à vie. C'est important de savoir, par exemple, qu'aujourd'hui, un handicapé sous tutelle est interdit de vote. Ce sont des dispositions qui sont discriminatoires et qui éliminent trop de Gabonais du jeu électoral. Deuxièmement, respecter l'obligation de distribuer les cartes d'électeurs au moins 15 jours avant le scrutin à toutes les personnes nouvellement inscrites sur les listes électorales. D'ailleurs, c'est ce que dit la loi, la Constitution dans son article, c'est ce que dit la loi numéro 796 du 12 mars 96 dans son article 53. Sixièmement, en ce qui concerne le centre gabonais des élections, premièrement, il faut clarifier les missions et la répartition des tâches entre le CGE, le ministère de l'Intérieur, la Cour constitutionnelle et la haute autorité de la communication. Deuxièmement, il faut organiser le renouvellement des membres du Centre gabonais des élections, dont le mandat avait été prorogé lors de la première vague du Covid-19, mais qui ne se justifie plus aujourd'hui. Il faut savoir que le mandat des membres du CGE est de 2 ans et que les actuels membres ont été désignés en 2018. Troisièmement, il faut réformer les conditions de désignation des membres du bureau du CGE.
dont le président, les vice-présidents, les assesseurs et les questeurs, qui devront être élus par un collège spécial composé d'un représentant de chacun des partis politiques légalement reconnus, afin de garantir une représentation des forces politiques au sein du CGE. Alors, l'état des lieux. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Le bureau du CGE est élu par un collège spécial qui est composé à parité des représentants désignés par le parti majoritaire, 5 membres, les partis de l'opposition, 5 membres. Alors que rien ne justifie que le parti au pouvoir ait à lui seul un poids équivalent à l'ensemble des partis d'opposition rassemblés ou réunis. Quatrièmement, il faut réformer les conditions de désignation des membres des commissions électorales qui dépendent du CGE. Donc, les vice-présidents et rapporteurs devront être élus par les représentants de chacun des partis politiques légalement reconnus, afin de garantir une égale représentation des forces politiques au sein des commissions électorales. Aujourd'hui, par exemple, les vice-présidents et rapporteurs des commissions électorales sont choisis par des représentants du parti politique majoritaire et des partis de l'opposition, alors que rien ne justifie que le parti au pouvoir puisse avoir à lui seul un poids équivalent à celui de l'ensemble des partis d'opposition réunis. Cinquièmement, nous sommes toujours sur la question du conseil du centre gabonais des élections. Il faut supprimer l'obligation de choisir le président du CGE et le président des commissions électorales parmi les hauts cadres de la nation. En général, ce sont des magistrats. Et il faut ouvrir les candidatures à tout citoyen gabonais pour garantir l'égalité d'accès à ce poste. L'article 12 et suivant de l'ordonnance du 26 janvier 2018. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut réformer cet article. Sixièmement, supprimer l'obligation pour le président du CGE de soumettre au gouvernement la liste des membres du bureau du CGE et des commissions électorales et prévoir que le gouvernement est uniquement, je dis bien uniquement, en charge de publier la dite liste afin de garantir la pleine indépendance des membres du CGE. L'article 16A de la loi 0796 du 12 mars 1996, modifié par l'ordonnance du 26 janvier 2018, c'est ça qu'il faut changer. Je précise. Aujourd'hui, le président du CGE propose la liste des membres du CGE et des présidents des commissions électorales au gouvernement aux fins de nomination. Ce qui signifie donc que le gouvernement pourrait in fine s'opposer à la nomination d'un membre. Nous disons non, le gouvernement ne doit pas avoir le pouvoir de s'opposer, le gouvernement doit simplement rendre publiques les listes qui lui sont transmises. Septièmement, il faut réformer la composition de l'Assemblée plénière du Centre gabonais des élections en période électorale. Outre les membres du bureau du CGE, l'Assemblée plénière se composera d'un représentant de chaque candidat lors des élections présidentielles ou un représentant de chaque candidat présentant une liste pour les autres élections. Les représentants des ministères techniques ne doivent plus être membres de cette assemblée afin de permettre une réelle parité entre le pouvoir en place et l'opposition. Vous savez que c'est le pouvoir en place qui nomme les représentants des ministères techniques. Aujourd'hui, en période électorale, je précise ma pensée, les décisions du CGE sont prises par une assemblée plénière composée des membres du bureau du CGE
les représentants des partis politiques de la majorité et de l'opposition présentant un candidat, des candidats indépendants et des ministères techniques. Ce que nous disons, c'est que les représentants des ministères techniques ne doivent plus avoir voix au chapitre à l'intérieur de l'Assemblée plénière du Conseil gabonais des élections. 7e point, concernant la campagne électorale. Premièrement, je soutiens qu'il faut interdire au président candidat, président de la République candidat, d'utiliser des réunions publiques organisées aux frais de l'État pour faire campagne. La même règle devant s'appliquer à tous les événements organisés par le président lui-même ou par d'autres officiels, visites présidentielles. Souvent au Gabon, on appelle ça tournée républicaine, qu'on fait à 2 mois de l'élection, à 3 mois d'élection présidentielle. Inauguration de bâtiments publics, organisation de tournois sportifs, etc. Ceci afin d'éviter les confusions constatées par le passé entre les activités inhérentes à la fonction de président et celle de candidat. Deuxièmement, il faut rappeler que toute réunion électorale régulièrement déclarée ne peut être interdite, y compris dans un lieu prestigieux, et que toute décision de refus d'accès à un lieu public à un candidat doit être motivée et notifiée à l'organisateur au moins 48 heures avant la réunion. D'ailleurs, c'est conforme aux articles 72 de la loi 07/96 du 12 mars 1996, ou encore de l'article 10 de la loi 01/2017 du 3 août 2017. Troisièmement, faire appel à des organismes indépendants pour conseiller, accompagner et former les médias publics et privés afin de garantir une couverture médiatique indépendante, professionnelle et équitable des élections. Par exemple, il y a la Fondation Hirondelle, qui est une organisation suisse à but non lucratif, qui est intervenue auprès des partenaires médiatiques en RDC, en Côte d'Ivoire ou au Mali. On pourrait les solliciter pour conseiller, accompagner et former les médias publics et privés pour garantir une couverture médiatique indépendante, professionnelle et équitable des élections. Je viens de répéter ma pensée. Quatrièmement, instaurer pour les radios et télévisions publiques et privées un système de décompte du temps de parole ou du temps d'antenne, ainsi qu'un décompte de l'espace réservé par la presse écrite aux candidats et à leur soutien. Les décomptes doivent être communiqués par chaque média à la haute autorité de la communication et au Conseil gabonais des élections. Cinquièmement, mettre en place un traitement équitable de la couverture médiatique de chaque candidat afin d'éviter des déséquilibres flagrants contraires au pluralisme d'opinion et à la... Cinquième élément, toujours en ce qui concerne la campagne électorale. Pendant les 3 mois précédant la publication officielle de la liste des candidats, application du principe d'équité des temps de parole et d'antenne en tenant compte des résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats ou leur formation, en tenant compte de la contribution de chaque candidat à l'animation du débat électoral, des indications fournies par les enquêtes d'opinion et autres sondages. Aussi, à compter de la publication de la liste des candidats par le CGE, soit 30 jours avant le premier tour des élections, application du principe d'égalité stricte du temps de parole
du temps d'antenne et des espaces réservés par la presse aux candidats et à leur soutien. Je vous donne cette information qui me paraît importante. Lors des élections législatives de 2018, la règle de 3/3 a été appliquée. Les temps d'antenne de tous les intervenants étaient répartis en 3. 1/3 aux candidats et partis politiques de la majorité, 1/3 aux candidats et partis politiques de l'opposition et 1/3 aux candidats indépendants. Cette répartition a abouti à un déséquilibre en faveur des candidats de la majorité. Sixièmement, sanctionner tout média ne respectant pas les règles de décompte, de couverture et d'accès aux médias en période électorale. Septièmement, garantir l'accès ininterrompu aux réseaux de communication, notamment à Internet et aux réseaux sociaux pendant la période électorale et post-électorale. Ce que je dis dans ce septième point, en réalité, ce septième élément, c'est que nous ne voulons pas revivre ce que nous avons vécu en 2009 et en 2016, où comme ça, par un coup de baguette magique, et comme par hasard, au moment où les résultats doivent être proclamés, plus personne ne peut entrer dans sa page Facebook, plus personne ne peut avoir accès à son WhatsApp ou à son Telegram, etc. Il faut garantir par tous les moyens l'accès ininterrompu aux réseaux de communication, notamment à Internet et aux réseaux sociaux. Huitièmement, rendre obligatoire, lors des 2 tours de l'élection présidentielle, l'organisation d'un débat diffusé sur au moins une chaîne de télévision, une radio et un site Internet, débat auquel tous les candidats doivent participer. Je dis bien pendant les 2 tours. Parce que c'est important. C'est important que les abonnés puissent voir la confrontation des différents candidats et que chaque candidat puisse se présenter devant les abonnés en déclinant l'offre politique, économique et sociale qui est la sienne. Concernant le financement de la campagne, je suis maintenant dans le 8e point, j'en ai 14. Premièrement, ordonner la publication des sources de financement et des dépenses de tous les candidats, y compris les dépenses en nature, sur une période de 1 an précédant l'élection, afin de garantir la transparence des comptes de campagne et éviter des pratiques obscures de financement. Deuxièmement, fixer un plafond maximum de dépenses pour chaque candidat et pour les personnes faisant campagne en son nom, afin de réduire les disparités extrêmes des ressources des partis politiques et des candidats, qui constituent une inégalité incompatible avec la démocratie électorale. Troisièmement, autoriser les contributions au financement de campagne venant de l'étranger, car aujourd'hui, l'article 27 de la loi 24/96 du 6 juin 1996 l'interdit formellement. Quatrièmement, mettre en place une procédure de contrôle des comptes de campagne par le CGE, qui pourra rejeter les comptes en cas de manquement aux règles du droit électoral. En parenthèse, compte en déficit, dépassement de plafond, etc. Cinquièmement, prévoir qu'en cas de rejet, de non-dépôt ou de dépôt hors délai des comptes de campagne, la Cour constitutionnelle puisse prononcer l'inéligibilité du candidat ou le déclarer démissionnaire d'office dans le cas d'un candidat élu. 9e point, l'éducation des électeurs. Premièrement, lancer sans attendre une campagne de sensibilisation sur le processus électoral afin d'inciter les Gabonaises et les Gabonais à s'inscrire sur les listes électorales et, si besoin,
de se faire enregistrer à l'état civil. Beaucoup de Gabonais n'ont pas d'état civil. Et ainsi permettre une meilleure participation au scrutin électoral. Il est question ici de réduire le taux d'abstention. Deuxièmement, utiliser tous les canaux de communication existants, affiches, prospectus, Internet, et ne pas se limiter à la télévision et à la radio qui ne sont pas accessibles aux populations rurales qui souvent vivent sans électricité. Point 10, les bureaux de vote, ce qui concerne les bureaux de vote. Organiser la formation des membres des bureaux de vote et des observateurs afin de leur permettre d'acquérir la maîtrise des procédures de vote et du dépouillement et donc d'améliorer leur performance, cette formation devant être dispensée sous le contrôle du CGE, mais aussi sous le regard de tous les Gabonais. Deuxièmement, indemniser sur le budget de l'État, j'insiste, sur le budget de l'État, tous les observateurs désignés par les candidats à l'élection pour suivre les opérations de vote et le dépouillement dans les bureaux de vote. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Troisièmement, assurer la distribution du matériel électoral dans des délais raisonnables. Ici, je fais référence aux tables, isoloirs, urnes, affiches, enveloppes, liste d'émargement, liste électorale, liste des candidats, procès-verbaux des opérations électorales. Ceci afin d'éviter tout retard d'ouverture du bureau de vote le jour du scrutin. C'est la responsabilité de l'État de permettre à ce que tous les bureaux de vote ouvrent à la même heure et ferment à la même heure. Quatrièmement, fournir au bureau de vote des listes d'émargement reliées afin d'éviter les feuilles volantes qui pourraient, comme par hasard, être égarées. Cinquièmement, doter les bureaux de vote de moyens d'éclairage suffisants afin que les opérations de vote et de dépouillement se déroulent dans des conditions convenables. On vote dès le matin très tôt, mais souvent quand on arrive à la fin des opérations de vote et du dépouillement, il commence à faire un peu sombre. Et c'est bien que le dépouillement se fasse à la lumière. 11e point, le vote et le dépouillement. Premièrement, il faut adopter le bulletin de vote et l'enveloppe unique pour tous les scrutins. Un bulletin unique dans une enveloppe de vote simple. Car l'utilisation de bulletins multiples et d'enveloppes à double poche est une source de complexité. Ça complique le processus pour l'électeur. Elle engendre des surcoûts inutiles, ça coûte plus cher, et rend les opérations de dépouillement plus lentes, fastidieuses, et multiplie les risques d'erreur. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut changer l'article 79 de la loi 0787 du 12 mars 1987. Deuxièmement, il faut annuler la disposition prévoyant que si le décompte fait apparaître des bulletins manquants dans l'enveloppe portant la mention poubelle ou des bulletins non authentifiés, le vote de l'électeur soit annulé. Je fais référence ici à l'article 105 de la loi 07/96 du 12 mars 1996. 12e point, les résultats électoraux. Proclamer et publier les résultats dans chaque bureau de vote, et cela le jour même de l'élection. Je répète, proclamer et publier les résultats dans chaque bureau de vote le jour même de l'élection, en procédant de manière systématique à l'affichage public des procès-verbaux des résultats du scrutin dans tous les bureaux de vote. Deuxièmement, rendre accessibles et publics les procès-verbaux des résultats de vote par les commissions électorales de chaque département, chaque commune, arrondissement, district et dans les missions diplomatiques afin de garantir la transparence des opérations de consolidation des résultats.
les articles 110 et suivants de la loi 07/96 du 12 mars 1996. Troisièmement, il faut publier les résultats de chaque bureau de vote sur un site internet dédié. Chaque bureau de vote, un à un, sur un site internet dédié le jour même de la proclamation des résultats par le Conseil gabonais des élections. 13e point, le contentieux électoral. Autoriser la présence d'experts nationaux et ou internationaux et des partis en cas de recompte de voix ordonné par la Cour constitutionnelle. Ce que je suis en train de dire, c'est que le recomptage des voix ne doit plus se faire en secret dans les bureaux de la Cour constitutionnelle, mais il doit y avoir un accès aux experts nationaux, aux experts internationaux et aux personnes concernées par le dit recomptage des voix. Deuxièmement, il faut différer l'incinération des bulletins de vote à l'issue des délais de recours électoraux. Ceci dans la mesure où ils sont aujourd'hui incinérés par les bureaux de vote juste après l'annonce des résultats, ce qui rend tout recomptage ultérieur impossible en cas de contestation électorale. J'espère que vous comprenez de quoi il s'agit. Lorsque les gens ont terminé de voter, et les éléments avec lesquels ils ont voté, qui ont fait l'objet du dépouillement, il ne faut pas qu'on brûle. Il faut qu'on prévoie que si demain il doit y avoir un recomptage, que ce recomptage puisse se faire avec les éléments matériels. Donc, on doit veiller à ce qu'il n'y ait pas une destruction des preuves matérielles. Et cela, au-delà des procès-verbaux qui sont remis à chacune des parties. Troisièmement, instaurer une procédure de confrontation des procès-verbaux contestés, basée sur les copies officielles fournies au CGE, mais aussi les copies fournies par les partis. Parce qu'aujourd'hui, il semble que les copies qui sont fournies aux partis n'ont pas force de vérité à la Cour constitutionnelle. 15e point, enfin, ça concerne les missions d'observation des élections. Premièrement, il faut clarifier les modalités d'intervention et d'accréditation des observateurs internationaux pouvant participer à l'ensemble du processus électoral. Je dis bien l'ensemble, pas une portion, mais l'ensemble du processus électoral. Ça veut dire que ça part de la confection du fichier électoral jusqu'au dépouillement du vote et à la publication des résultats. En général, les structures qui observent, on les connaît, c'est l'Union africaine, c'est l'Organisation des Nations Unies, c'est l'Union européenne, c'est NDI, National Democratic Institute, l'Institut Carter, l'Organisation internationale de la francophonie, Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa, EISA. Bref, je voudrais faire remarquer que les observateurs de l'Union africaine, de l'Union européenne et de EISA, lors des élections présidentielles de 2016, ont tous indiqué qu'ils n'avaient pas toujours pu obtenir des accréditations ou des autorisations pour suivre l'intégralité du processus électoral et que la manière et les conditions de leur intervention n'étaient pas clairement définies. Il faut qu'il y ait un texte qui définisse clairement l'étendue du rôle de ces personnes qui viennent observer les élections. Il ne suffit pas de dire il y a des observateurs qui sont sur le terrain, il faut savoir quelles sont les limites et quelles sont les capacités, les pouvoirs de ces observateurs de bout en bout. Deuxièmement, il faut autoriser, en plus donc des observateurs internationaux, la présence d'observateurs nationaux.
Cela, bien sûr, pourrait être accrédité ou désigné de manière consensuelle par le CGE, de manière consensuelle, donc avec les forces vives de la nation, par les CGE, parmi la société civile et particulièrement les leaders religieux, pour suivre toutes les étapes du processus électoral avant, pendant et après le jour du scrutin. Voilà. Je suis certain que le respect et une application stricte de ces quelques propositions sera salutaire pour le déroulement de toutes ces élections qui auront lieu en 2023 et particulièrement de la mère de toutes les élections, l'élection présidentielle. Maintenant, servons le Gabon, je vous remercie. Mesdames et messieurs de la presse, nous rentrons maintenant dans la phase des questions-réponses. Pour poser vos questions, vous pouvez tout simplement lever la main, vous présenter l'organe de presse que vous représentez et donner vos questions au président leader. Le président répondra tour par tour et il donnera des réponses. Je vous remercie. Merci, je suis Orka Mwele du journal Asigan Enchanté. Monsieur Mike Joktan, vous venez de présenter là les points que vous indiquez être des propositions de réforme du système électoral. Je crois savoir que certains de vos pairs de l'opposition ont créé il y a quelques semaines une coalition pour justement proposer des réformes et demander au régime en place de les appliquer dans le cadre d'une amélioration du système électoral pour les prochaines élections. Alors ma question est de savoir pourquoi vous ne prenez pas part à cette coalition et si possible, quelles sont vos réserves par rapport à la coalition qui a été mise en place par les autres leaders de l'opposition. Je vous remercie. Merci. Je n'ai absolument aucune réserve par rapport à la mise en place de cette coalition. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'ils ont mis en place une quelconque coalition. Il y a eu une rencontre qui a été organisée, je crois que c'était le 23 avril dernier, pendant qu'ils se rassemblaient du côté de Mamarémé. Moi, j'étais en tournée dans la province de la Nanga, donc j'étais loin des lieux. Mais c'était le rassemblement de l'opposition parlementaire. Vous comprenez que l'appellation même de leur rassemblement fixe les limites de ceux qui doivent y participer. Okay? Ont participé à ce rassemblement, il me semble, j'ai regardé de loin, même si je m'intéresse à tous les événements politiques qui ont lieu dans le pays, j'ai cru comprendre que ce sont les partis qui ont des députés ou des sénateurs qui se sont rassemblés. Donc je n'y étais pas parce que je n'ai pas été convié, je n'ai pas été invité. Si j'avais été personnellement invité, je n'aurais pas pu y être parce que j'étais, comme je vous ai expliqué, dans le pays profond, mais je me serais fait représenter par un des membres dominants du parti politique. Donc voilà. Maintenant, la démarche qui est la mienne est simple. Je suis concerné par la chose d'abord. Je suis concerné par les élections qui arrivent. Donc, avec mes équipes, naturellement, nous réfléchissons. Et ce que je présente ici aujourd'hui, c'est le fruit de ma réflexion. Cette réflexion, je la rends publique. C'est la raison de la conférence de presse que nous avons maintenant. Je vais diffuser ce texte partout où le besoin sera. Et naturellement, mes amis
de l'opposition, disons toutes les personnalités, toutes les structures qui composent la classe politique de notre pays pourront prendre le document, le juger, et puis aussi s'en inspirer. Parce que je pense que la situation de notre pays aujourd'hui nécessite la réflexion et la contribution la plus large. Voilà. Donc je viens associer ma contribution à la réflexion d'autres Gabonais. Voilà. Ce serait bien quand vous prenez la parole, toujours d'indiquer qui vous êtes et quel organe de presse. Bonjour Monsieur le Président, je suis Stéphane Guéma de l'agence gabonaise de presse du journal Gabon Matin. Vous venez de présenter 14 points relatifs à la réforme du système électoral. La grande question qui se pose est de savoir qu'est-ce que vous proposez pour la mise en œuvre de ces 14 points? Est-ce par le dialogue? En fait, quel est le mode opératoire que vous proposez? Et nous sommes pratiquement nous sommes plus loin de 2023. Est-ce que vous pensez que les propositions que vous faites pourront tenir dans les délais, notamment avant l'élection présidentielle de 2023? Écoutez, d'abord, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour faire bien. Il y a eu, il y a quelques semaines, une interpellation de la présidente de la Cour constitutionnelle qui a demandé que tous les acteurs politiques, dans une certaine mesure, s'expriment sur des questions importantes, notamment celle du processus électoral. Parce que c'est une question de survie pour notre pays. En 2009, les élections ont ouvert la porte à une crise sans précédent. En 2016, la situation s'est encore détériorée. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des disputes sur les chiffres en ce qui concerne le nombre des victimes des événements autour de l'élection de 2016. Je pense que nous devons prendre toutes les dispositions qui peuvent être prises pour que cela ne se reproduise pas. Maintenant, je ne suis pas au pouvoir, mais j'interpelle ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui à faire preuve de sagesse. Et je considère que face à une situation aussi importante que celle-là, on pourrait effectivement procéder par consensus. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être que tout le monde se rencontre et que sur la base de contributions comme celle que je suis en train de faire, que des discussions sérieuses et profondes puissent être menées pour le bien de notre pays. Merci. Mais vous, vous prenez vite à la Allô, bonjour Monsieur le Président, Pierre Brix au Canobam de Expression News 241. J'ai pris le temps d'écouter vos propositions par rapport à l'élection présidentielle de 2023 à venir. Et parmi ces propositions que j'ai trouvées aussi élégantes et que je trouve qu'ils peuvent apporter beaucoup à notre pays, je reste cependant quand même un peu troublé par la question de la participation quotidienne de ce qu'on appelle souvent des observateurs internationaux. Parce que lorsque je trouve tous les points, je trouve normalement que si on arrive à asseoir, si notre pays arrive à asseoir consensuellement ces points, je pense qu'on peut ne peut-on pas se passer de ces observateurs internationaux qui jusqu'à aujourd'hui ne font pas souvent les comptes rendus de nos élections comme cela se doit. Vous avez justement tout à l'heure évoqué
lorsqu'on parle des chiffres, lorsqu'on parle des chiffres de victimes, lorsqu'on parle des chiffres, notamment au niveau électoral sur les résultats, on n'est pas toujours tombé d'accord, alors qu'on a eu ces organismes internationaux, entre griffes soi-disant très experts en la matière. Est-ce qu'on ne peut pas se passer de ces observateurs internationaux pour avoir des élections crédibles notamment? Est-ce qu'il est nécessairement important les avoir pour que nos élections soient crédibles? Merci. Merci pour la question. Écoutez, je fais ma proposition en tenant compte pas de ce qui pourrait être, mais de ce qui est. Aujourd'hui, le constat est simple. Les élections au Gabon ne sont pas transparentes, elles ne sont pas équitables, elles ne sont pas crédibles. Ma proposition a pour objectif de crédibiliser autant que faire se peut notre processus électoral. Bon, dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être que la situation générale du pays aura changé et qu'on sera effectivement dans une situation où on pourra se passer de tous ces garde-fous qui aujourd'hui sont nécessaires parce qu'il faut ramener la confiance dans le peuple gabonais. Moi, je fais le tour du Gabon. Et quand je dis que je fais le tour du Gabon, je fais vraiment le tour du Gabon. Je rencontre, je vais dans les chefs-lieux de province, je vais dans toutes les villes de province, je m'arrête dans chaque village, un à un. Je discute face à face avec les Gabonais. L'une des choses qui me revient, l'une des questions qui me revient régulièrement, c'est à quoi ça sert de voter, puisque de toutes les façons, quel que soit ce que nous exprimons, ce n'est pas pris en compte. Donc nos élections manquent de crédibilité. Dans ce que j'ai proposé par rapport aux observateurs, justement, j'ai proposé que nos observateurs ne soient pas seulement des faire-valoir. Il faudrait que nos observateurs, lorsqu'ils viennent, on définisse un cahier de charges qui permette de savoir exactement pourquoi ils sont là et jusqu'où ils peuvent observer. De façon à ce que quand ils ont terminé d'observer, qu'il y ait un rapport qui soit fait, qui soit rendu public. Okay? Et que si ce rapport effectivement définit que les résultats proclamés sont totalement différents de la réalité, que nationalement, on sache en tirer les conséquences. Le problème avec la participation des observateurs internationaux, effectivement, c'est le problème de la légitimité, c'est le problème de la souveraineté nationale. Nous voulons conserver une certaine souveraineté nationale et nous ne voulons pas que le pouvoir de l'intérieur soit déterminé par l'extérieur. Mais nous sommes dans une situation où, entre nous, on a du mal à se comprendre et à s'entendre. Donc, on fait appel à un arbitre qui, normalement, devrait pouvoir être choisi de façon consensuelle. Je ne l'ai pas dit dans ma proposition, mais peut-être que le choix des observateurs internationaux pourrait se faire aussi de façon consensuelle entre tous ceux qui participent à l'élection. Okay? Bon, voilà. Je ne sais pas si ma réponse vous satisfait, mais c'est ce que je peux dire à ce stade. Monsieur le Président, bonjour. Médecin Iwango Moro, le Genève Info. En fait, ma question est typiquement personnelle. Nous avons observé l'élection 2016, on connaît ce qui en découle après, les conséquences et tout ce qui a eu après. Il a été institué toute une organisation afin de pouvoir réunir tous les leaders politiques, on parlait des accords, le dialogue en Angojé. Il y a une question qui m'est pertinente, c'était de savoir d'abord si vous étiez, et la seconde, c'est de dire pourquoi maintenant contester la limitation de mandat alors que vous sortez de cela. Je crois que tout a été de manière officiellement publié, que le président a la possibilité de pouvoir de manière illimitée se proposer toujours à la candidature. Merci pour votre question. Je vais répondre de façon directe. Oui, j'étais au dialogue inclusif d'Angojé et j'y suis parti dans le cadre de ce que j'avais appelé autrefois le compromis républicain. Les élections de 2016 se sont très mal passées.
Jean Ping a gagné brillamment cette élection, en fait sans aucune contestation possible, mais il n'a pas pris le pouvoir. Le pays était dans une situation de crise majeure et personne à ce moment-là ne pouvait prédire ce qui allait se passer. Il y avait beaucoup de rumeurs. Certaines personnes disaient qu'il y avait 300 morts. Bon, aujourd'hui, on sait que c'est pas le cas. Mais pour un pays comme le Gabon, même un seul mort, c'est déjà un mort de trop. Il n'y a peut-être pas eu 300 morts, mais il y a eu trop de morts en 2016. Et je fais partie de ceux qui pensaient que le Gabon n'allait pas arrêter d'être le Gabon en 2016 et que si les choses ne se sont pas bien passées en 2016, il fallait qu'on accepte de se projeter vers l'avenir. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai accepté d'aller discuter avec ceux qui avaient volé l'élection pour voir dans quelle mesure on pouvait organiser les choses pour l'avenir. Parce que cet avenir, c'est un avenir que de toutes les façons, nous allons partager en commun. J'étais au dialogue. La question de la limitation du mandat présidentiel s'est posée. Personnellement, j'ai défendu cette position du début jusqu'à la fin. Vous comprenez qu'au dialogue d'Angongé, une grande partie de l'opposition qui aurait dû être là, c'était mon opinion, une grande partie de cette opposition a boycotté ce dialogue. Jean Ping n'était pas au dialogue d'Angongé. L'Union nationale, dont je faisais partie à l'époque, n'a pas voulu participer à ce dialogue d'Angongé. Beaucoup d'opposants de premier plan, les anciens premiers ministres, les anciens vice-présidents, n'ont pas voulu participer à ce dialogue. Bon, dans ce dialogue, nous n'avons pas obtenu tous les résultats que nous voulions obtenir. L'une des choses importantes qui a été obtenue lors du dialogue d'Angongé, c'est le fait que l'élection se passe dorénavant en 2 tours. Parce que ça, ce n'était pas une disposition d'avant le dialogue d'Angongé. Mais on n'a pas obtenu la limitation du mandat présidentiel. Maintenant, dans la question que vous m'avez posée, je pense qu'il y a une philosophie que vous voulez défendre. Cette philosophie, c'est que quand on est tombé d'accord sur quelque chose, eh bien, on ne doit plus, on ne peut pas revenir dessus quelques temps plus tard. Bon, mais d'abord, j'indique que pour ce qui me concerne, j'ai toujours défendu la limitation du mandat. Je l'ai défendu avant le dialogue, pendant le dialogue, et je continue, même si le dialogue d'Angongé a défini qu'on pouvait avoir des présidents à vie, ou des présidents qui ne quittent le pouvoir que dans un cercueil, moi, je continue à penser que 2 mandats, c'est suffisant. Pour quelqu'un qui veut véritablement servir son pays dans le cadre des intérêts de son pays et non pas de ses intérêts propres. Après, je voudrais que vous remarquiez, et je l'ai fait noter tout à l'heure, quand je parlais avec vous, que autrefois, à l'issue de la conférence nationale, il avait été décidé que le mandat présidentiel était de 5 ans et qu'il était renouvelable une seule fois. Je ne pense pas qu'il y ait eu dans l'histoire du Gabon, je ne pense pas qu'il y ait eu une plus grande messe ou un rassemblement plus consensuel de tous les avis du peuple, comme la conférence nationale de l'époque. Donc à l'époque, c'était un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Bon, on a d'abord fait sauter le verrou, on a d'abord dit, finalement ce ne sera plus 5 ans, ce sera 7 ans. Ça c'était en 97. Et puis en 2003, on est revenu, on dit, finalement, ça peut être 7 ans et à vie. Si on a fait ces changements qui, selon ce que je pense, sont des reculades, je pense
que c'est tout à fait crédible de revenir aujourd'hui et de dire, bon, comme nous avons reculé, si nous pouvons reculer, on peut aussi avancer. Moi, je propose qu'on avance. Et aujourd'hui, la plupart des grandes démocraties consacrent le fait qu'il puisse y avoir de l'alternance. Même quand un président a bien travaillé, quand il a fait 2 mandats, il mérite de se reposer et de vivre le restant de sa vie avec les honneurs et avec la reconnaissance de la nation. Et on le voit aux États-Unis avec Barack Obama, avec Bill Clinton, on le voit en France avec Nicolas Sarkozy, François Hollande et d'autres qui ont été au pouvoir et qui aujourd'hui ne le sont plus, mais continuent à vivre comme des êtres humains normaux, en bénéficiant des avantages qui sont liés aux fonctions qu'ils ont occupées et en continuant à bénéficier de la reconnaissance et de l'amour du peuple qu'ils ont dirigé. Pour ma part, lorsque je serai président de la République, je m'engage à réduire le nombre de mandats, ça veut dire que 2 mandats au maximum, et à verrouiller de façon éternelle la Constitution pour que plus jamais, que ce soit par référendum ou par voie législative, que plus jamais un Gabonais ne puisse être président 3 fois dans ce pays. Je suis moi-même le site d'actualité Gabon Mediataï. Alors, au risque d'enfoncer une porte ouverte par mon confrère de l'AGP, j'aimerais revenir sur la suite à donner à vos propositions. Pourquoi ne pas envisager de, par exemple, saisir la Cour constitutionnelle qui a fait la proposition d'écouter toutes les forces vives de la nation, ou encore le ministère de l'Intérieur, pour donner vraiment un sentiment plus global de votre démarche. Et ensuite, au cas où ces propositions qui ont été faites par vous, mais aussi par une frange de l'opposition, ne sont pas prises en compte pour la suite, est-ce que vous êtes prêt à concourir l'année prochaine? Alors, je vais déjà dire, parce que dans votre question, il y a plusieurs sous-entendus. Le premier, c'est que ce que je propose est identique à ce que l'autre propose. Et je dis non. Okay? Il y a d'autres qui ont fait des propositions. C'est votre responsabilité de lire les propositions qu'ils ont faites, aussi bien dans la forme que dans le fond. Okay? Il faut aussi lire la proposition que je fais, okay? Parce qu'elle n'est pas, c'est pas nécessairement la même chose, même si nous traitons des mêmes questions. Hein? Quand quelqu'un est malade, il va chez le médecin, on peut faire un même diagnostic, mais on peut proposer des traitements différents. Okay? Je tiens à ce que ma proposition soit lue comme étant ma proposition. Et naturellement, il faut la comparer avec d'autres pour voir les points communs, pour voir ce dont ils ont parlé et que moi j'ai omis de traiter, mais aussi dans l'autre sens. Oui, j'ai le projet, effectivement, de déposer dès demain matin au ministère de l'Intérieur, au Premier ministre, à la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, avant que vous ne partiez, certainement qu'avec les équipes, on vous remettra ce document délié, pour que ça puisse servir ce pourquoi il a été produit. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle et je le suis pour aller jusqu'au bout, si c'est ça votre question. Maintenant, c'est justement parce que je suis candidat à l'élection présidentielle et que je me connais, que je prends les devants, pour dire que c'est bien que nous y allions, mais que nous créons les conditions pour que la paix sociale soit préservée. En 2009, c'était difficile, très difficile. Ça l'a été un peu plus en 2016. Je ne veux pas qu'on arrive à une situation impossible en 2023.
Monsieur le Président, je suis Charles-Stéphane Mabongou, journaliste correspondant BBC Afrique. Vous avez ainsi mené une vaste réflexion autour de la réforme du processus électoral. Au regard de ce que vous nous faites ici comme exposé, il semble que la famille des acteurs de l'opposition semble toujours en crise de confiance. Pourquoi nous le disons? C'est simplement parce que nous supposons que cette proposition serait d'abord passée par le Conseil national de la démocratie avant une telle conférence de presse au regard de l'importance des sujets abordés, ou avez-vous craint effectivement une sorte de travestissement des idées qui sont ajoutées ou que vous souhaiterez faire passer? D'abord, je vous remercie pour le compliment, puisque vous avez commencé vos propos en indiquant que c'est une vaste réflexion. Et effectivement, c'est une réflexion longue et c'est une réflexion très profonde. Pour moi, le CND n'est pas le cadre adéquat pour discuter de ce type de sujet. Voilà. Et je ne suis pas membre du CND et je ne participe pas au rassemblement du CND. Mais par contre, je suis candidat à l'élection présidentielle. Et en tant que candidat à l'élection présidentielle, je me dois d'avoir mes idées sur toutes les questions d'importance pour le pays. J'ai mes idées et je défends mes idées. Ensuite, il y a certainement d'autres candidats qui eux aussi doivent avoir leurs idées et doivent les défendre. Aujourd'hui, l'heure est à la présentation des idées. Demain, il y aura certainement une opportunité pour tous ceux qui ont des idées de s'asseoir autour d'une table, pour sélectionner les idées qui sont les plus importantes, pour s'accorder sur les idées qui peuvent être mises ensemble immédiatement, celles qui doivent être reportées. Je suis parfaitement ouvert au dialogue avec quiconque. Mais naturellement, le dialogue ne se fait pas sans idées, le dialogue ne se fait pas sans conviction. Je fais de la politique, pas parce que je veux suivre quelqu'un, je fais de la politique parce que j'ai une vision du Gabon. Je fais de la politique parce que j'ai une idée de ce à quoi j'aspire pour moi et pour ceux qui m'entourent. Monsieur le Président, je suis Jérôme Wilfred Obangom. Attendez le micro. D'accord, merci. S'il vous plaît. Parce que j'attends depuis longtemps. Bonjour, Monsieur le Président leader Roland Louba, Gabonais Info. Monsieur le Président, nous apprécions l'exposé que vous avez eu à partager avec nous, mais nous avons une préoccupation. Laquelle préoccupation avait été partagée avec l'un de vos pairs, je pense qu'il y a peut-être 2 semaines en arrière, ou 3. La question qui lui avait été posée est celle-ci. Quel est le modus operandi que vous, considérant que vous avez gagné l'élection présidentielle, quel est le modus operandi que vous allez utiliser pour exercer le pouvoir? Pourquoi? Parce que l'un de vos pairs de l'opposition, M. Jean Ping, comme vous l'avez si bien dit, a gagné l'élection de façon brillante. M. Jean Ping a mené la campagne comme il le fallait. Pour le dire, vous êtes sur ses traces, parce que M. Jean Ping a mené au finish. M. Jean Ping, élu président de la République, n'a jamais exercé. Quel est votre modus operandi pour véritablement exercer le pouvoir? Parce que nous savons que quelques années bien avant lui, l'une des personnes à laquelle vous vous reconnaissez, monsieur le défunt Andjemba Oba, avait aussi, selon les résultats qui plus tard avaient été su, avait gagné les élections, mais il n'a pas aussi exercé. Ça, c'est ma première question. La deuxième, vous avez parlé de réduire les mandats. C'est toujours le même langage qu'on tient, parce que il n'y a pas meilleur exemple que celui de Macky Sall face
à Ouad. Aujourd'hui, du côté du Sénégal, on est en train d'entendre un troisième mandat. Monsieur Macky Sall, qui est en train d'envisager, penser à un troisième mandat. Est-ce que n'est-il pas le langage que l'on tient, une fois on n'est pas encore au pouvoir? À la fin, quand on finit par le saisir, le langage est tout autre. Merci. 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 Vous savez, bon, je vais répondre à vos deux questions, même si j'ai l'impression que c'est plus des plaidoyers que des questions. Ça veut dire que vous posez des questions auxquelles vous avez vos réponses et peut-être que vous comptez sur moi, pour valider votre plaidoyer. Déjà, en ce qui concerne le Sénégal, moi ça me dérange de faire des commentaires sur des rumeurs ou sur des allégations. Je vous aurais répondu de façon, si les faits étaient établis, ça veut dire la constitution sénégalaise a été changée, ou bien les mécanismes par lesquels il veut faire un troisième mandat ont été mis en place, il est maintenant candidat pour un troisième mandat, et puis vous me dites, voyez ce qu'il a fait, ok, qu'est-ce que vous en pensez? Mais là, vous me demandez de répondre sur des fantasmes. Ok, j'ai du mal à répondre sur des fantasmes. J'attends que Macky Sall, effectivement, organise de se présenter pour un troisième mandat et qu'il soit élu. À ce moment-là, on pourra en parler en disant que c'est factuel. Pour ce qui est de la première question que vous posez, moi ça me plaît de constater que vous, et certainement l'ensemble des médias ici, vous constatez que la démocratie au Gabon est bloquée, et prise en otage. Mais c'est bien la raison d'être de cette conférence de presse. C'est bien la raison d'être de cette proposition que je fais. Je pense que pour le bien du Gabon, pour sa sécurité, il faut que les élections organisées produisent des résultats qui soient incontestés et que celui qui soit élu soit véritablement celui qui gouverne. Voilà. C'est mon cri, c'est mon rêve, c'est mon ambition. Maintenant, ça me plaît de voir que la presse pense de la même façon. Donc pourquoi vous ne faites pas avec moi le travail de conscientisation? Pourquoi est-ce que vous n'apportez pas votre contribution à ce défi, à ce combat qui est un combat de nous tous? Et si tous les médias du pays commençaient à écrire pour réclamer la transparence électorale, et si tous les médias du pays, un an avant, commençaient à dire nous voulons que tous les Gabonais soient en état d'alerte, parce qu'en 2023, ça ne doit pas être comme en 2016, ou ça ne doit pas être comme en 2009. Cette fois-ci, nous voulons que les choses soient différentes. Si tous les médias, ceux de la télévision, ceux de la radio, ceux d'Internet, contribuaient à créer une conscience populaire pour que ceux qui ont l'habitude de voler comprennent qu'ils ne doivent plus voler. Moi, ce que je dis, c'est qu'en 2009, ce n'était pas simple. En 2016, ça a été plus compliqué. En 2023, ce sera impossible. Et c'est pour ça que je suis debout, et c'est pour ça que je suis candidat. Maintenant, ne me dites pas que je dois me référer au passé pour savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Parce que dans l'histoire des hommes, il y a ce qu'on appelle des ruptures. Le Gabon n'est pas différent de la Guinée. Le Gabon n'est pas différent du Mali. Le Gabon n'est pas différent de la RDC. Si dans d'autres pays qui étaient tout autant verrouillés, à un moment donné, le verrou a pu sauter, moi je veux croire que c'est possible au Gabon et c'est le sens de mon engagement. S'il vous plaît, faisons quelque chose. Donnez-lui le micro. Ça fait 5 minutes qu'il lève la main. Aidez-le. Donnez-lui déjà le micro. Entre-temps, je prends la dame. Il prend le micro, il a dans sa main. Et entre-temps, je prends la dame. Il n'y a pas de souci. Écoutez, moi je vais vous dire les choses de façon simple. Je vais vous dire les choses. Ferme le micro.
Je vais vous dire les choses de façon simple. J'ai consacré mon après-midi pour vous. Donc, je suis disposé à répondre à vos questions. On n'a pas besoin de courir. Je répondrai à chacune des questions que vous aurez à poser. Tant que vous êtes disposé à être ici, okay, même si j'ai chaud, okay, je suis disposé à rester avec vous. Merci, madame. Président Jacques, bonjour. Je suis Nelly Gondé, du groupe de presse Melka, du média 7 jours info. Alors, je tiens encore à saluer mes confrères, mes aînés, si j'ai pris la parole avant certains. Alors, j'ai 2 préoccupations, sinon j'en ai une vingtaine, je vais me limiter à 2. Je pense que 2 c'est suffisant. La première, j'ai pu avoir un petit élément de réponse. Vous disiez dans vos propos que le président ne doit pas se servir des fonds de l'État pour faire son élection. Pour faire sa campagne. Pour faire sa campagne, merci. Comment ce sera possible de surveiller, le surveiller dans cette action-là, si vraiment il le fait? Voilà. C'est la première question. Deuxième question, êtes-vous prêt à vous rallier à un candidat unique pour les élections 2023? Vous êtes candidat, je sais, mais on a vu, puisqu'il s'agit de M. Ping, on va le prendre comme exemple, et ça s'est passé en 2016, beaucoup l'ont soutenu, lui ont accordé leur foi. Est-ce que vous serez prêt à faire pareil? Merci, ce sont les 2 questions. La première question, la réponse est dans ma proposition. Je dis, c'est le CGE, c'est la HAC, c'est la Cour constitutionnelle qui doivent mettre en place un dispositif qui permette de définir d'abord c'est quoi la campagne, et puis ayant défini c'est quoi la campagne, de définir les interdictions. Okay? Est-ce que par exemple, si le président de la République décide de faire le tour du Gabon à 3 mois de l'élection, okay, est-ce que quand il le fait, okay, le préfet, le gouverneur, les maires et tout ça doivent s'aligner à l'aéroport pour lui donner un accueil officiel alors qu'on sait qu'il est en campagne? Okay? C'est de ça qu'il est question. Est-ce qu'il peut le faire, okay, en prenant les avions de l'État, les hélicoptères de l'État, etc. Je dis, on doit être en mesure de définir c'est quoi la campagne. Okay? Si c'est la campagne, il faut qu'il le fasse sur ses fonds propres. Ce que je suis en train de dire paraît difficile parce que dans notre culture, effectivement, on n'a pas l'habitude de rendre des comptes. Mais dans les autres pays, la campagne présidentielle est bien distincte, okay, de l'activité présidentielle. Et moi, je suis d'accord que le président de la République est une institution, okay, mais tant qu'il exerce en tant que président de la République. Okay, quand on sort de ce cadre-là, il doit être traité comme un citoyen normal. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, ce ne sera pas moi, okay, d'aller vérifier, okay, que quand le président de la République a fait la campagne, il n'a pas pris un stylo de la présidence, okay, qu'il l'a emmené avec lui à Tibanga. Okay, je ne vais pas vérifier cela, mais pour les choses évidentes, il doit y avoir des structures qui font ces vérifications-là. La deuxième question, est-ce que je suis prêt à me rallier à une candidature unique? Écoutez, la question aujourd'hui ne se pose pas. Okay, je suppose, hein, j'entends qu'il y a effectivement des gens qui ne sont pas candidats, okay, qui font le tour, okay, des partis politiques pour dire nous voulons une candidature unique. C'est facile de proposer une candidature unique, okay, quand on n'est pas soi-même candidat. Pour l'instant, la question ne se pose pas. Moi, je vais à la rencontre des Gabonais, je parle avec les Gabonais de façon quotidienne, je touche du doigt les réalités des Gabonais, je travaille à présenter une offre politique, une offre économique et sociale qui soit crédible. Okay, j'en suis là. Quand on sera un peu plus proche des élections, je pense qu'on sera capable d'évaluer, okay, toutes les forces en présence. Mais au-delà des forces en présence, s'il doit y avoir un rassemblement, il me semble que ce rassemblement doit se faire sur des valeurs. Il doit se faire sur une façon de voir le Gabon de demain, au-delà du rêve. Okay, sur quel mécanisme on met en place pour que le rêve puisse se réaliser. Donc il va falloir effectivement qu'on s'accorde sur ces choses-là. Okay?
moi, je pense qu'une candidature à l'élection présidentielle doit présenter plus que simplement une image. Okay? On doit présenter un plan, on doit présenter quelque chose de crédible. Voilà. Donc, plus tard, je pense que chacun se sera exprimé. Okay? On verra, après que chacun se soit exprimé, s'il y a des vrais points de convergence. Okay? Si ces vrais points de convergence existent, pourquoi pas? Okay? Mais s'ils n'existent pas, ils n'existent pas. Okay? Et on ne va pas se rassembler autour de ceux qui n'existent pas. Maintenant, j'arrive, je termine. Laissez-moi finir. En fait, vous m'avez posé la question, laissez-moi terminer. Okay? Ensuite, justement, l'une des choses qui a été acquise au dialogue d'Angongé, c'est l'élection à deux tours. Ça veut dire que ce qui ne peut pas se faire au premier tour, de toutes les façons, peut se faire au deuxième tour. Parce que l'une des choses aussi que je recuse, okay, moi je suis un démocrate. Et il faudrait que la démocratie que l'on exige à ceux qui sont au pouvoir et qui refusent depuis des décennies de nous donner, il faudrait que cette démocratie, on la fasse jouer aussi dans le contexte de notre opposition. Okay? On ne peut pas vouloir être démocrate à la dimension du Gabon et être autocrate à la dimension de l'opposition. Cette désignation de candidature unique, elle se ferait comment? Okay? C'est 3-4 personnes qui se retrouvent dans une chambre d'hôtel et qui disent on désigne celui-ci, ou bien est-ce qu'on fait appel à l'ensemble de la population, okay, pour désigner quel est le meilleur choix, okay, pour la circonstance. Donc, en fait, dans ma réponse, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que pour l'instant, j'ai plus de questions que je n'ai de réponses. Okay? Je comprends que les Gabonais, par crainte, okay, de ce qui a toujours été, disent écoutez, rassemblez-vous. Je suis pour le rassemblement. Comment ce rassemblement va se faire? C'est la question. Autour de qui il doit se faire? Je pense que si vraiment il doit y avoir un rassemblement, il serait bien autour de moi. Parce que je me connais, je connais mes valeurs. Okay? Voilà. Mais après, je ne peux pas aujourd'hui faire des prédictions, okay, sur le contexte, okay, et sur ce qui est possible dans 6 mois, dans 1 an. Okay? Mais c'est clair que nous devons trouver un mécanisme pour nous donner le maximum de chances de gagner cette élection et ensuite de prendre le pouvoir. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions finalement. Président, moi je suis... Attendez, il avait le micro. Envoyez le micro par ici. Je suis Jérôme Nicolo, je suis le correspondant de la télévision Africa News de l'agence Reuters. Je voudrais savoir quelles sont les motivations de Mike Jordan, quelles sont les motivations qui vous ont amené à vous déclarer candidat pour 2023. Deuxième part de ma question, ou deuxième question, j'imagine que vous le savez, on ne peut pas modifier la Constitution ni la loi électorale à 1 an près de l'élection présidentielle. Les propositions que vous avez faites, elles sont pour les élections d'après 2023 ou qu'est-ce que vous entendez exactement proposer au ministère de l'Intérieur et à la Cour constitutionnelle? Merci. Ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que les propositions que j'ai faites sont transversales. Ça veut dire que je me suis efforcé, je ne prétends pas que ce que je dis couvre nécessairement la totalité de ce qui devait être couvert, mais j'ai essayé dans l'espace-temps que j'avais d'aller le plus en profondeur possible. C'est ma proposition. Cette proposition vise à améliorer les choses. Okay? Ma volonté, c'est que les choses soient améliorées dès maintenant. Mais si elles ne peuvent pas l'être dès maintenant, le Gabon est éternel. Okay? Si elles ne peuvent pas être améliorées aujourd'hui, je suis d'accord que les choses soient améliorées dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais de toutes les façons, il faut que le Gabon évolue pour être le Gabon nouveau auquel j'aspire. Okay? Et donc, ma proposition va dans ce sens. Okay? Donc, ce que je propose là,
dans mon esprit, peut traverser le temps. Voilà. Maintenant, la vérité, c'est qu'on est en politique. Okay? Il y a des décisions qui peuvent être prises de façon consensuelle. Okay? La Constitution, c'est un texte sacré, je suis d'accord, mais ce n'est pas un texte de droit divin. Okay? C'est pour ça que, dans le contexte du Gabon, régulièrement, on révise la Constitution. En 2009, lorsque le président Omar Bongo est décédé, la vacance de pouvoir, sur la base de la Constitution, était définie, je crois, de 60 jours. Okay? Et puis, lorsque Mme Bougoulé a commencé à lancer le processus d'organisation des élections de 2009, on s'est rendu compte qu'en 60 jours, ce n'était pas possible. Okay? On a appelé toute la classe politique, okay? Et puis toute la classe politique a pris une décision consensuelle pour dire, écoutez, on va rajouter 30 jours. C'est comme ça que les élections, je crois, hein, en 2009, si mon souvenir est bon, ont été faites sous 90 jours et non sous 60. Donc, on est capable, lorsqu'on désire, de faire preuve d'intelligence, okay, et de savoir où sont les intérêts de notre pays. Moi, ce que je pense, c'est que, bon, ce qui s'est passé en 2016, pour certains Gabonais, c'est pas grave, parce qu'ils n'ont perdu personne. Mais pour la mère qui a perdu son fils, ou bien le mari qui a perdu sa femme, ce qui s'est passé en 2016 est inacceptable. Est-ce qu'on doit attendre qu'il y ait plus de victimes pour réagir? C'est ça la question. Et puis, quand les crises commencent, ce ne sont pas les expériences du passé qui permettent de déterminer comment les crises à venir vont se terminer. On ne sait pas où est-ce que ça peut mener. Moi, ce que je constate simplement, c'est que les choses vont crescendo. Ça devient de plus en plus difficile. Au moins, quand on franchira cette période, quelle que soit la façon dont les choses pourront se passer, on ne pourra pas dire que Mike Joktan n'a pas pris ses responsabilités et qu'il n'a pas essayé de prévenir. Donc, le texte que je propose, c'est un texte préventif. Je veux prévenir plutôt que venir après pour guérir, bien plutôt que d'être, c'est encore plus grave, okay, le médecin après la mort. La première question, quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter? J'ai 49 ans. Je répète, j'ai 49 ans. Quand on a 49 ans, c'est qu'on a 49, c'est 50 moins 1. C'est qu'on a déjà un parcours de vie. On a observé les choses, on a acquis de l'expérience. Je pense qu'au fil des années, j'ai l'expérience, j'ai les compétences qu'il faut pour pouvoir redresser ce pays qui en a grandement besoin. Bon, bien sûr, à 49 ans, on est aussi dans une position où on peut se faire accompagner par des plus anciens, okay, qui peuvent nous conseiller, okay, pour que nous fassions bien pour les autres. Je suis dans cette situation-là. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que en étant homme d'église pendant plus de 35 ans, parce que ça ne paraît pas, hein, puisque ma barbe elle est blanche, mais j'ai pas beaucoup de rides sur mon visage. Ayant fait ce que j'ai fait depuis 35 ans, je suis au contact permanent des Gabonais et de leur souffrance. Je suis certain qu'on peut faire mieux pour le Gabon. Et je crois que le problème du Gabon, c'est un problème de moralité. On a besoin, à la tête de l'État, de quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Okay? D'ailleurs,
je fais partie de ceux qui ont milité fortement auprès du président Bongo pour que la notion de Dieu revienne dans la Constitution. La crainte de Dieu, l'amour du prochain, ce sont deux valeurs que j'incarne et qui, de mon point de vue, sont indispensables pour celui qui va diriger le Gabon de demain. Président, merci. Moi, je suis M. Alain Bina, j'appartiens à la rédaction de Gabon Quotidien. Je voudrais revenir sur la notion d'équité, équité notamment au niveau des moyens mis à la disposition de chaque candidat, mais également équité au niveau du temps imparti à chaque candidat au niveau des médias. Au niveau des moyens, je voulais justement dire qu'au sortir du dialogue d'Angondje, il avait été explicitement dit que chaque parti disposerait d'une subvention de l'État. Plusieurs années après, nombreux sont les présidents de partis politiques qui ont souvent décrié le manque de moyens, le fait que l'État n'avait pas tenu à sa parole, n'avait pas alloué des subventions aux partis politiques de l'opposition. Cela, on le sait, c'est pour limiter leur champ d'action au niveau du pays. Alors ma question va suivre. Pensez-vous que ça, à quelques jours, à quelques mois des élections présidentielles, que les ténentieux du pouvoir vont accepter armer leur adversaire de moyens? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est au niveau du temps imparti à chaque média, à chaque candidat au niveau des médias publics notamment. On a constaté, ça vous ne l'avez pas relevé, Monsieur le Président, qu'au niveau de chaque média, non seulement les leaders de partis politiques de l'opposition ne disposaient pas d'assez de temps de parole au niveau des médias d'État, mais ce que vous n'aviez pas dit, c'est que leur discours également est censuré. C'est-à-dire, les parties de leur discours, où ils sont tellement décriants du pouvoir, sont explicitement effacés. Alors, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'être regardant au niveau du traitement de l'information du discours de l'opposition en ce moment-là? Maintenant, comme on sait que ça va être difficile, alors est-ce que, là suit ma deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas lieu, justement, permettez-moi, est-ce qu'il n'y a pas lieu justement d'élever certaines propositions faites ici comme des préalables à toute participation de l'opposition à la prochaine élection présidentielle? Merci. Merci. Je vais répondre je vais partir de la fin vers le début. Je crois, j'ai indiqué que je suis profondément républicain. Quand je dis cela, certaines personnes entendent Mike Jotan est profondément naïf. Non. Et je suis républicain, je ne suis pas naïf. Je considère néanmoins que dans un pays comme le nôtre, à cause des ambitions que l'on a pour notre pays, le pouvoir se prend autour des élections. C'est la raison pour laquelle, Mike Jotan, je participerai à l'élection présidentielle. Mon parti participera aux élections législatives et aux élections locales. Ça veut dire ne comptez pas sur Mike Jotan et les siens pour boycotter les élections. Maintenant, nous allons nous battre avec tous les moyens que nous avons pour faire aboutir les idées que nous avons. Et pour cela, le combat, nous savons que c'est un combat multiforme. Et nous utiliserons toutes les formes de combat qui sont à notre disposition pour parvenir à nos fins autour des élections. Je précise. Vous avez posé le problème du financement des partis politiques. Pour moi, c'est une question importante. Et d'ailleurs, j'ai touché un tout petit peu ce point quand j'ai expliqué que le parti au pouvoir ne doit pas faire la politique avec les moyens de l'État. Or, c'est ce qu'ils font depuis des années. J'ai dénoncé, j'indique que c'est l'une des raisons de l'absence de crédibilité du processus électoral. Ceux qui m'écoutent doivent en prendre conscience.
que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux de l'opposition, mais que ce soit aussi la population. Et que, au travers de cette prise de conscience collective, que chacun en tire les conséquences. C'est le travail que je fais. Est-ce que si je suis président de la République, je subventionnerai la politique, y compris ceux de mes opposants? Oui. Sauf que ça doit se faire dans des règles qui sont bien comprises. Vous savez, quand vous commencez à demander l'argent de l'État, okay, c'est que vous acceptez aussi de rendre compte à l'État qui vous donne l'argent. Okay? Voilà, il faut qu'il y ait des structures, il faut que l'État finance les partis politiques, mais en contrepartie, il faut des structures qui contrôlent comment est-ce que cet argent qui finance les partis politiques est utilisé. Après, il faut qu'on définisse c'est quoi un parti politique. Est-ce qu'un parti politique, par exemple, qui existe sur papier, mais qui n'a aucun élu sur les 10 dernières années, est-ce que c'est toujours un parti politique? Okay? C'est une question importante qu'il faut se poser. Est-ce qu'un parti politique qui ne participe jamais aux élections, est-ce qu'il siège au CND? Okay? Il peut envoyer des représentants dans les instances qui organisent l'élection, mais il n'a jamais de candidat. Est-ce que c'est un parti politique? Un parti politique qui ne tient pas de congrès, okay, aux dates définies par leur statut. Bien, un parti politique dont le président est décédé, okay, et puis finalement on retrouve comme ça la nièce ou le neveu qui simplement récupère les papiers. Est-ce que c'est un parti politique? Donc ces questions-là, de mon point de vue, sont des questions importantes. Et ça nécessite des réflexions profondes. Si maintenant vous me demandez, est-ce que je pense que les partis politiques doivent être financés? J'ai dit oui. Mais il faut d'abord qu'on définisse c'est quoi un parti politique. Il faut que les règles soient clairement définies pour qu'on sache qui a droit à quoi. Et puis quand les gens reçoivent la subvention, comment est-ce que c'est utilisé, comment est-ce que c'est contrôlé, etc. Pour qu'on ne se retrouve pas à vivre le Gabon ancien, ce Gabon que moi je décris, qu'on ne se retrouve pas à le vivre, même à l'intérieur des partis, même si ce sont mes partis ou nos partis. Voilà. Je ne sais pas si ce que je dis est relativement clair, mais c'est ça. Le Gabon est un pays en construction. Voilà, en construction. Et toutes ces choses-là, effectivement, doivent être réglementées, mais ça peut prendre un peu de temps. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on peut aller vers la fin de la conférence de presse. Il faut qu'on aille vers la fin. Dimitri Gouba, journaliste et administrateur du site Trust Gabon. Monsieur Marc Jordan, vous venez de nous dire que vous êtes candidat à la prochaine élection présidentielle de 2023. En tant que tel. Je le suis, hein, avec l'aide de Dieu et le soutien du peuple. Merci. Je voudrais savoir quelle est votre vision prospective pour le Gabon de demain. Et je vous remercie. Je voulais répondre à sa question. Je prends les deux dernières questions. C'est bon? Ici, et puis je terminerai avec lui. Très bien. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur Dioptan. Je suis Jean Dabani, journaliste indépendant pour les médias français. Ma question, c'est peut-être une question. Vous vous êtes lancé un peu plus tôt dans la bataille, à plus d'un an avant la présidentielle. Vous dirigez un parti qui n'a pas de représentant au niveau local. Vous comptez sur quoi, M. Dioptan, pour ne pas s'essouffler avant 2023?
Merci. Peut-être que je peux répondre une à une, parce que ce n'est pas les mêmes questions. Je pense que c'est mieux que je réponde à cette question. D'abord, quel que soit ce que vous pouvez dire, je respire. Okay. Et la qualité de mon souffle, pour ne pas m'essouffler, c'est mon médecin et moi qui savons. Ce que je peux vous garantir, c'est que je ne vais pas m'essouffler. J'irai jusqu'au bout. J'ai commencé tôt, parce que je suis un homme prévoyant, et que je considère que pour être jugé par les Gabonais, il faut se montrer aux Gabonais. J'ai considéré qu'il me fallait le temps de discuter avec le Gabon d'en haut et le Gabon d'en bas. Je veux des face-à-face. J'accepte la confrontation. J'ai des choses à proposer. Je veux que les gens entendent ce que j'ai à proposer et qu'ils me jugent. Non pas sur une photo. Okay? Parce que la durée de la campagne officielle, c'est 2 semaines. Okay? En 2 semaines, tout ce qu'on peut faire, c'est montrer des photos. Okay? Moi, je veux un face-à-face. C'est pour ça que je suis parti un peu plus tôt peut-être que les autres. Okay? Et naturellement, je vais à mon rythme. Okay? Je vais à mon rythme. Je suis un homme organisé, préparé. Okay? Mon projet présidentiel, croyez-moi, par rapport à ce projet, je ne perdrai pas le souffle. Okay? Il y a suffisamment d'air dans l'atmosphère. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question est essentiellement spirituelle, puisque vous êtes un homme de Dieu. Vous êtes candidat au-delà des motivations que vous avez évoquées par rapport à la question que mon confrère vous a posée. D'aucuns se posent la question de savoir, aujourd'hui vous êtes candidat, vous êtes homme de Dieu, est-ce que derrière votre candidature, il y a des motivations spirituelles? Est-ce à dire que vous êtes un homme de Dieu? Est-ce à dire que vous avez reçu un appel de Dieu pour être candidat? Ça, c'est la première préoccupation. L'autre préoccupation, c'est au niveau de la limitation des mandats, toujours au niveau spirituel. S'il arrivait que M. l'évêque Mike Joktan est élu demain et que vous décidez de limiter les mandats, mais si vous, en tant qu'homme de Dieu, Dieu décide que votre mandat ne s'arrête pas à 2 mandats, est-ce que ce n'est pas une manière pour vous de verrouiller votre destinée? Merci. D'abord, vous me posez la question de ma spiritualité ou de mes convictions religieuses. Mon parcours de vie indique de façon très claire que j'ai des convictions religieuses claires. Je suis chrétien et l'obédience chrétienne à laquelle j'appartiens, c'est le mouvement charismatique. Okay? Ça, c'est un secret pour personne. Je suis aussi un homme spirituel, très spirituel. Naturellement, toutes les choses que je fais sont empreintes en l'ADN de ma foi et de mes convictions. Je ne me lancerai jamais dans un projet aussi important que celui-là si je ne me sentais pas intérieurement appelé ou interpellé. Maintenant, est-ce que je me considère comme un messie? Non. Je considère que je suis un leader, qui a pris la décision de prendre ses responsabilités et que je réussirai dans la mission qui est la mienne si tous les Gabonais m'adoptent, m'acceptent et acceptent de s'allier à moi pour aller jusqu'au bout. La deuxième question que vous posez, c'est est-ce que je suis un illuminé? Non, je ne suis pas un illuminé, je ne suis pas quelqu'un qui, parce qu'il a fait un rêve, relie ses valeurs ou ses convictions.
je suis un homme structuré. On peut en même temps être chrétien, vraiment chrétien, et être cartésien ou rationnel. Je suis les deux. Donc, quand je dis que je suis pour la limitation des mandats présidentiels, je le dis pour Ali Bongo, qui est au pouvoir aujourd'hui, mais c'est valable aussi pour moi quand je serai au pouvoir demain. Enfin, ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que le Gabon nouveau incarne ma vision du Gabon de demain. Et le Gabon nouveau, c'est le retour de la dignité. Le Gabon nouveau, c'est un Gabon où il fait bon vivre pour tous. Le Gabon nouveau, c'est le Gabon de la justice, de l'équité et de l'éthique. Le Gabon nouveau, c'est le Gabon du respect des libertés individuelles. Le Gabon nouveau, c'est le Gabon où nos enfants sont convenablement enseignés et nos jeunes sont formés à devenir des citoyens modernes. Le Gabon nouveau, c'est un Gabon où tous les foyers, qu'ils soient en ville ou dans les coins perdus du pays, ont un accès illimité en eau et en électricité. Le Gabon nouveau, c'est le Gabon de la santé pour tous. Le Gabon nouveau, c'est le Gabon du logement décent pour chacun. Le Gabon nouveau, c'est le Gabon de la victoire sur l'extrême pauvreté. Le Gabon nouveau, c'est le Gabon du plein emploi. Le Gabon nouveau, c'est le Gabon qui fait la promotion de l'entrepreneuriat. Le Gabon nouveau, c'est un Gabon où il est possible de rallier toutes les villes sur une route bitumée. Le Gabon nouveau, c'est le Gabon du développement des provinces, des départements, des communes et des villages. Le Gabon nouveau, c'est le Gabon du goût de l'effort. C'est le Gabon du travail. Le Gabon nouveau, c'est le Gabon du développement durable et pérenne. Le Gabon nouveau, c'est le Gabon qui protège les victimes des violences domestiques. Le Gabon nouveau, c'est le Gabon du partage équitable des bénéfices nationaux. Le Gabon nouveau, c'est un Gabon de la juste rétribution, la juste rémunération. Le Gabon nouveau, c'est un Gabon où l'indépendance et l'autonomie des institutions de l'État sont garanties. Le Gabon nouveau, c'est le Gabon où la flamme de l'amour patriotique renaît. Bref, le Gabon nouveau, c'est le Gabon où la fierté d'appartenir à une si grande nation se lit sur le visage de chaque Gabonaise et de chaque Gabonais. Voilà ma vision du Gabon nouveau. Mesdames et messieurs de la presse, nous sommes arrivés au terme de notre conférence de presse. Je vous remercie d'avoir, par ma voix, le président leader Mike Joktan et le parti Gabon Nouveau vous remercie d'avoir assisté à cette conférence de presse.